venu nombreux ce soir écouter notre prestigieuse invitée, Pierre-André Chalendar, PDG du groupe Saint-Gobain. Je me présente parce que je fais partie des gens que vous ne connaissez pas, je vois dans l'ombre, mais je suis Brénil Dumas. Je dirige à la fois la fondation de SCP Europe, vous voyez par exemple les noms des anciens qui ont acheté par exemple des fauteuils, c'est nous, mais également tout ce qui est relation avec les entreprises, carrière service et formation continue de SCP Europe. Au nom de Franck Bournois et de l'ensemble des membres du COMEX de l'école, je tenais d'abord à féliciter l'équipe de Tribune, qui est quand même une association dont nous sommes extrêmement fiers aujourd'hui à la SCP Europe, qui s'inscrit dans le temps, qui a été créée en 1971 par Jean-Pierre Raffarin, un de nos grands anciens, Promo 72, qui était donc sur les bancs et qui a été certainement assis à l'un des bancs où vous êtes. Tribune balaye un vaste spectre d'idées, que ce soit de l'ordre du politique, je crois que M. Mélenchon était là il n'y a pas très longtemps, comme du domaine économique. Le dernier mentalité que nous avons eu, c'était Jean-Paul Hamon. Et ce soir se termine un cycle, le cycle 2016-2017 de conférences, et il nous permet d'accueillir Pierre-André Chalendar. Alors, Saint-Gobain, c'est un nom qu'on connaît bien dans l'école. D'abord parce que c'est un partenaire historique, on recrute des stagiaires, des apprentis. Nous avons des alumni, plus de 20 alumni qui sont aujourd'hui au poste de direction générale ou de grand manager chez Saint-Gobain. J'espère que vous le savez, M. Chalendar. Vous avez des essais, vous pas que des essais. On a aussi nous, on a toutes les écoles. M. Chalendar est essai, si vous me permettez. Mais il y a aussi des parallèles intéressants entre nos deux institutions. Le SCP Europe est la plus ancienne business school avec 200 ans, presque 200 ans d'histoire en 2019, mais Saint-Gobain, avec 350 ans d'histoire nous bat, et c'est la plus ancienne entreprise française. Notre organisation aussi est assez proche, on fonctionne avec des hubs par nos campus. Saint-Gobain est organisé en délégation régionale, si je me trompe, une délégation. Donc on a un peu un ADN commun. Et d'ailleurs, Franck Bournois m'a demandé de vous remettre en main propre pour son dernier ouvrage. Ah, je l'ai lu hier, enfin j'ai lu le début et la fin hier. Ouais, c'est pas mal. Ça s'appelle l'influence française. C'est le management du CAC 40 vu d'ailleurs. C'est une analyse en fait des méthodes managériales françaises, donc c'est très intéressant, et les cadres de Saint-Gobain ont participé, ont été interrogés et ont participé. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que les notions d'humanisme qui ont été abordées dans ce livre nous sont également communes et rapprochent nos deux maisons, ainsi que les problématiques de management interculturel. Et SCP Europe se fait fort d'être le champion des problématiques de management interculturel, notamment justement avec les mélanges que l'on fait et les expériences multicampus. D'ailleurs, pour information, que ce soit Saint-Gobain ou pour vous, l'école va lancer un MOOC sur le management interculturel qui sort le 5 avril sur Coursera. Vous êtes tous invités à le regarder. Et là, je me tourne vers vous, étudiants, parce que est-ce que vous saviez, alors je le note parce qu'il y en a tripoté, c'est quand même une entreprise idéale, Saint-Gobain, pour les jeunes diplômés, fraîchement diplômés de l'école. Le Top Employer Institute a consacré Saint-Gobain plusieurs années consécutives comme le Top Employer Global et le Top Employer France. Le site Glassdoor a récompensé Saint-Gobain comme l'un des meilleurs employeurs de France. Et alors le Reputation Institute, je ne savais pas que ça existait, mais visiblement il y a le Reputation Institute qui a classé Saint-Gobain parmi les 3 entreprises françaises ayant la meilleure réputation. Donc là, j'espère que vous avez tous vos CV prêts et que vous allez demander les stages et les jobs parce que franchement, c'est vraiment une boîte historique. On connaît tous Saint-Gobain depuis longtemps, tous ceux qui avons fait à un moment ou à un autre une école de commerce. Et c'est une entreprise qui est toujours très très appréciée de ses salariés. Je passe maintenant la parole à Tanguy, président de Tribune, qui va faire, je crois, votre portrait, puis Axel et Alexandre qui vont mener l'interview. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Monsieur de Chalendar. Octobre 1665. Dans l'optique de rendre indépendante l'économie française, Colbert crée 25 manufactures. Toutes ont disparu ou n'eut dur que le temps d'un passage. Toutes, sauf une, qui résiste encore au passage du temps, Saint-Gobain. 1665. Du haut de cette conférence, 352 années nous contemplent. 352 années et au moins autant de bouleversements. Du travail réfléchi et miroitant de la Galerie des Glaces au récent et limpide premier étage de la Tour Eiffel. Un développement envers et contre tout.
352 années et au moins autant d'innovations pour cette institution à la fois au cœur de l'histoire française et qui demeure pourtant hors du temps. Longévité, patriotisme, innovation, en filigrane de ce triptyque, monsieur de Chalandard, c'est votre personnalité qui semble transparaître. Une carrière comme un hommage à la longévité, vertu devenue trop rare dans ce monde de l'entreprise, souvent court-termiste. En juin 2017, une décennie se sera écoulée depuis votre prise de fonction à la tête du groupe. Félicitations, monsieur de Chalandard. Vous avez su braver les ingénieurs du corps des mines, ces polytechniciens, ces normaliens. La tâche était ardue. Félicitations, car venant d'une très modeste école de commerce de Cergy-Pontoise, vous ne possédiez pas forcément les atouts nécessaires. Bien vous en a pris, vous avez complété votre formation comme tout PDG du CAC 40 qui se respecte par le traditionnel passage à l'ENA, dont vous sortez diplômé en 83. Après la longévité, le patriotisme. Pour le roi souvent, pour la patrie toujours, disait d'ailleurs Colbert. Grand-père inspecteur des finances et croix de guerre, père inspecteur des finances et grand résistant, tradition familiale oblige, c'est donc à la surprise générale que vous débutez votre carrière en tant qu'inspecteur des finances. J'aurais également pu citer et évoquer votre Légion d'honneur, mais à la lecture de certains récipiendaires, je cite au hasard, Vladimir Poutine, Ali Bongo, Mohamed Ben Nayef et Michel Sardou, j'ai préféré vous épargner ce camouflet. En 89, et il s'agit en revanche d'une véritable rupture avec la tradition ici, vous décidez, je vous cite, de servir votre pays d'une façon différente en passant dans le privé. Clin d'œil historique et personnel pour vous, l'Européen convaincu, le tenant de l'amitié de l'axe franco-allemand, vous débutez à Saint-Gobain au moment où le mur de Berlin tombe enfin. Depuis 28 ans, Saint-Gobain demeure votre seule et unique entreprise et vous n'avez pas changé de fil directeur. Directeur du plan, puis des abrasifs, directeur de différentes filiales, puis du pôle bâtiment, et enfin, directeur général délégué en 2005. Cette même année, la figure tutélaire de Jean-Louis Beffard, PDG du groupe depuis près de 2 décennies, décide logiquement de ne pas vous choisir. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur de Chalandard, ce n'est que partie remise. Votre constance et votre pragmatisme finissent par le convaincre en 2007. En bon alpiniste que vous êtes, vous avez atteint ce sommet en vous armant de patience. Et si je disais précédemment, selon la formule napoléonienne, que ce sommet de 3 siècles vous contemple, il n'est pas dit que ce sommet vous contente. L'innovation, le 3e volet de notre triptyque. Vous êtes un manager différent, un Auvergnat, un peu à l'américaine en raison de vos 4 années de direction à Boston, sûrement britannique avec une mission de 3 années outre-Manche et un flegme quasi churchillien. L'innovation. L'innovation pour qu'aujourd'hui, ce fleuron tricentenaire ait plus de demain que d'hier. Tirez parti des leçons passées pour ne pas suivre froidement le cours de l'histoire. Homme d'énergie et de synergie, vous opérez un recentrement de l'activité. Pour Saint-Gobain, il n'y aura pas de plafond de verre, puisque le cœur historique du groupe, Veralia, s'est progressivement éloigné. Il s'agit désormais de laisser une trace, mais d'éviter qu'il ne s'agisse d'une empreinte carbone. Aucun risque. Vous possédez un plan et un cheval de bataille, l'habitat durable. À vos yeux, ce choix n'est pas la fin d'un paradis ancien, mais plutôt le début d'un paradigme nouveau, selon lequel la lutte contre le réchauffement climatique ne constitue pas une contrainte, mais un formidable panel de solutions et de possibilités. Ce futur durable et décarboné, vous devez encore le construire. Mais nous n'avons pas vraiment de soucis, cependant. Construire demeure votre spécialité et l'avenir, votre horizon. Vous qui aimez à rappeler qu'un quart des produits Saint-Gobain n'existaient pas il y a encore 4 années. Doucement mais sûrement donc, vous cultivez votre jardin, loin des médias et de l'opprobre, au figuré comme au propre. Le jardinage constituant votre grande passion. Plus encore, lorsque l'on ose et que le sujet affleure, vous nous rappelez qu'à vos yeux, la rose est la reine des fleurs. Rose. Rose comme la couleur selon laquelle vous percevez peut-être votre règne à Saint-Gobain. Hélas, monsieur de Chalandard, aucune rose n'est dépourvue d'épines. Bien au contraire. Contraire comme les vents que vous avez dû affronter depuis votre prise de fonction à la tête du groupe. Loin de la rose, loin de la teinte, bien plus proche est l'atteinte. En effet, les problèmes capitaux et de capitaux affluent rapidement. On évoque souvent cette finance obscure, dite dispendieuse, qui épargne rarement. Votre groupe en fera fortement les frais. Septembre 2007, l'ambitieux fonds Wendel s'attaque à Saint-Gobain et en devient le premier actionnaire. La tricentenaire vacille, la valeur n'entend pas le nombre des années. La crise fera également son mauvais effet, et tout homme d'action que vous êtes, celle de Saint-Gobain s'effondre à la bourse de Paris. Il s'agit alors d'éviter la fronde et la fronde. Face à ces affaires, le dirigeant s'affaire. Le groupe, les traits tirés, vous refusez de tirer un trait, et très justement, le groupe repart de plus belle. Toujours constructif, Saint-Gobain demeure aujourd'hui au sommet de la hiérarchie mondiale.
La question est donc désormais, qui peut arrêter Saint-Gobain? Une structure unique, 35 décennies depuis sa genèse, et pourtant la légèreté de la jeunesse. Malheureusement, les secondes filent, rien n'est jamais acquis. L'Assemblée générale houleuse de juin dernier vous l'a bien rappelé. Les secondes filent, le sablier s'égrène et chaque graine est un possible risque pour ce mécanisme aussi superbe que fragile. Attention, monsieur de Chalandard, toutes les bonnes choses ont une fin. Cependant, si toutes les bonnes choses ont une fin, les meilleures ont peut-être pour elles l'éternité. Effleurer l'éternel, devant les aléas, le hasard, la déveine, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, dans cette tâche si hardie et si ardue, bon courage, bonne chance, et par là même, pour finir, une bonne conférence. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur de Chalandard. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Tribune SCP Europe. Tout d'abord, vous souhaitez peut-être réagir au portrait qui vient d'être dressé par Tanguy. Oui, quand j'ai entendu dire que vous aviez juste emprunté le prédécesseur, c'était M. Mélenchon, je me suis dit ça va être dur, avec la verbe, mais en fait le défi est encore plus difficile parce que vous mettez la barre très haut là. Non, bon, il y a quelques petites approximations sur certains points, mais c'était extrêmement bien construit et bien dit. Donc bravo pour ce talent oratoire qui je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Bon, bravo, non, c'était. J'ai pas beaucoup. J'ai sur les rectifications de détails, mais elles sont pas majeures. Non, peut-être un point, c'est que sur l'histoire du temps et de la longévité, c'est que c'est vrai que Saint-Gobain est un peu de ce point de vue-là une entreprise un peu unique. Et que devenir patron de Saint-Gobain, compte tenu de tout ce qui s'est passé avant, c'est un poids qui peut paraître lourd. Et quand on m'a demandé, je me souviens très bien, juste après ma prise de fonction, un grand banquier aux États-Unis m'a demandé mais quelle est votre ambition ? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir fait dans les 10-15 ans qui viennent? Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu survivre. Et c'était pas complètement une boutade. Ça peut paraître une ambition, limitée, mais pour survivre, il faut faire beaucoup de choses, il faut se renouveler en permanence. Et donc en fait, pour une grande entreprise aujourd'hui. On est tous appelés à des transformations importantes, et donc voilà, si on veut être le maillon d'une longue chaîne et faire que l'histoire, on est encore 150 ou 350 ans, il faut se renouveler constamment. Voilà, et bon, ça vous avez évoqué quelques éléments, je reviendrai peut-être. L'innovation est un élément extrêmement important pour ça. Et quand on a fêté notre 350 ans il y a 2 ans, ça a été pour moi l'occasion de rappeler tout le temps, parce que si vous voulez, l'histoire c'est très bien, mais ça peut donner l'impression qu'on se regarde le nombril. Et en fait, j'ai rappelé toute cette année cette histoire qui se trouvait très intéressante, c'est que si Saint-Gobain a été créé par Colbert, enfin, c'est des capitaux privés, mais dans le cadre du programme que vous avez indiqué, pour copier les Vénitiens qui fabriquaient des miroirs et qui en mettaient des miroirs partout, en fait, peu de temps après, Saint-Gobain a créé une nouvelle manière de faire des miroirs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du verre soufflé, on s'est mis à faire du verre coulé. Et pendant pratiquement 200 ans, c'est le procédé de Saint-Gobain donc Saint-Gobain est parti d'une innovation de se renouveler. Et donc voilà, il faut se renouveler en permanence, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Monsieur Chalandard, puisque vous parliez de votre longévité, on va commencer par ça. Vous êtes à la tête de Saint-Gobain, on l'a dit, une entreprise française. Pourtant, vous avez fêté vos 350 ans il y a 2 ans à Shanghai, en Chine. Alors pourquoi ce choix?
Pensez-vous que la France représente le passé et que l'Asie est le futur désormais? Alors, je vous corrige là, on l'a fêté tout autour du monde. En fait, on a fait toute une série de fêtes un peu partout, mais on a l'élément principal qu'on a fait, c'est qu'on a créé des pavillons et on les a reconstruits et ils ont séjourné pendant l'année dans 4 grands endroits dans le monde. Et donc effectivement, on a commencé à Shanghai sur le Bund en janvier. Après, ils ont été exposés pendant 15 jours dans le parc de Sao Paulo. Après, ils ont passé 15 jours en juin à Philadelphie. Et après, on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu la chance assez unique. Ils ont été pendant 15 jours place de la Concorde à la place de la Grande Roue. Donc, non, le clou, ça aurait été quand même la place de la Concorde. Voilà, on a démarré en Shanghai et en fait, on a pris 4 continents sur lesquels on est. Voilà, et donc on a démarré à Shanghai. Oui, c'était un clin d'œil aussi au fait que le monde ne se résume pas aujourd'hui pour Saint-Gobain à la France. Et donc on a fait ce périple. C'était intéressant de le démarrer en Asie, qui est pour nous le dernier de ces 4 continents, mais dans lequel on a beaucoup d'ambition. Mais d'ailleurs, les résultats et les performances de votre entreprise sont globalement très bonnes. Pourtant, la France reste le pays qui freine le plus votre croissance et votre développement, dans lequel vous avez les moins bons résultats. Est-ce qu'il y a un problème français et qu'est-ce qui ne va pas avec la France par rapport à d'autres pays? Oui, vous avez raison. Sur les dernières années, c'est la France qui a le plus souffert de la crise qu'on a connue. Et si je prends l'année 2016, effectivement, on a à peu près un quart de notre chiffre d'affaires en France, et on a une rentabilité plus faible. On a eu 2 années de suite, les 2 années avant, on a eu des chiffres d'affaires qui ont baissé en France. Et en 2016, pour la première fois, on était presque à 0, contre un chiffre d'affaires en moyenne d'ailleurs qui a cru de 2,5 à 3%. Donc la France est en retard. La France est en retard. On a une part très importante de notre activité qui est faite dans les métiers de la construction neuve et la rénovation. Et la France, ces marchés de la construction ont, comme vous l'avez indiqué, depuis 2007, ont souffert beaucoup plus, même si sur le long terme, sur le très long terme, ils évoluent un peu plus vite que le produit intérieur brut dans les pays émergents et à peu près en ligne avec le produit intérieur brut dans les pays développés. Mais avec des cycles plus longs. Et ce cycle, je pense qu'on sort d'un cycle et qu'on va avoir 5 années où on va faire mieux alors qu'on a fait nettement moins bien. La France est en retard. Et pourquoi la France est en retard? Pour des raisons politiques. La France est en retard parce que entre 2012 et 2014, il y a eu énormément de mesures, une accumulation de mesures qui ont été très mauvaises pour le secteur du bâtiment et de la construction. Madame Duflot, voilà. Bon, je résume, c'est Madame Duflot. Je ne la porte pas dans mon cœur. Et à partir de l'été 2014, en fait, les choses ont changé. Simplement, si vous voulez, ça met du temps à s'inverser. Donc ça a mis à peu près 2 ans, c'est en train de s'inverser. Mais je pense qu'en 2014, 2015, si la France avait eu, dans le domaine de la construction, à peu près la même activité que les autres pays d'Europe qui nous entourent, c'était 0,5 points de PIB en plus. Donc, c'est pas négligeable. Donc, oui, je donne un coup de canif au gouvernement, mais celui qui a changé, c'est Manuel Valls. Mais vraiment, c'était un peu self-inflicted, les problèmes de la France. Nous, on en a beaucoup souffert. Bon, maintenant, ça va repartir et ça va aller. Voilà, donc je ne suis pas du tout désespéré de la situation française, mais c'est vrai qu'il y a des mesures politiques qui peuvent avoir un impact plus important selon les secteurs. Je prends l'exemple de ce qui est le plus grave, c'est quand on parle d'encadrement des loyers. C'est une mesure extrêmement anxiogène qui a été expérimentée dans l'histoire. Et donc, vous imaginez bien, quand vous faites ça, ça se traduit par moins de travaux. Et donc c'est anxiogène pour tous les gens qui possèdent, et donc il y a moins de travaux, et ça n'a pas en plus les avantages qu'on prétend que ça a. Donc c'est typiquement le genre de mesure qu'il faut absolument éviter.
Voilà, donc, mais je ne suis pas non plus pessimiste sur l'avenir de la France. Hein. On a eu cette situation, je pense que ça va aller mieux. Donc vous parlez de l'impact qu'ont eu les décisions politiques sur le secteur de la construction. Et concernant l'industrie française en général, la France connaît depuis quelques années une forte désindustrialisation. Et comment expliquez-vous que des mastodontes du CAC 40 comme ArcelorMittal, Saint-Gobain ou bien Total se portent bien et disposent d'un poids croissant au niveau international, alors que des entreprises de taille moins importante comme Photowatt ou Goodyear souffrent fortement de la concurrence internationale et n'arrivent pas à s'imposer? Alors, ça c'est quelque chose d'important quand on parle des grandes entreprises internationales. Il faut voir elles vont bien. Hein, toujours le CAC 40 va bien. Mais la partie française du CAC 40 ne va pas très bien. Hein, donc quand on essaye d'opposer les PME et les entreprises, c'est faux. On a un sujet de compétitivité de la France. Bon, Total, d'abord, c'est un très mauvais exemple, parce que Total ne fait pas grand-chose en France. Hein. Exploration, production, hein, ça ne se passe pas en France. Donc voilà, il y a le raffinage, il y a un peu de raffinage en France qui souffre beaucoup plus que dans d'autres pays. Hein. Et la distribution aussi peut souffrir. Donc, si je prends, le sujet n'est pas les entreprises françaises petites ou moyennes, le sujet c'est la site France. Bon. Alors, je vous ai parlé des problèmes spécifiques de la construction, mais d'une manière générale, dans l'industrie, on a quand même aussi, si vous voulez, un problème de difficulté de la compétitivité du site France en termes industriels. Alors c'est bien expliqué, d'ailleurs ça fait partie des sujets dont on a parlé quand on arrive à parler de choses sérieuses dans cette campagne, ce qui arrive de temps en temps. Le diagnostic il est clair. Hein. On a aujourd'hui en France, par rapport à la moyenne des autres pays, on a un coût du travail qui ne vient pas des salaires, mais qui vient des charges sociales. La France a fait le choix de faire peser sur l'entreprise toute une série de coûts qui, dans beaucoup d'autres pays, sont financés d'une autre manière. Et en plus, il y en a plus de coûts, puisqu'on a une dépense publique, on est recordman, si vous voulez, à la fois des prélèvements obligatoires et de la dépense publique. Donc, ça veut dire que les entreprises françaises ont un handicap qui est lié à ce coût du travail. D'ailleurs, on est en train de le voir dans un secteur qui n'a rien à voir avec l'industrie. Je le disais hier, que malheureusement, les entreprises, les banques anglaises, hein, il y en a 5 fois plus qui vont aller à Francfort qu'à Paris. Et l'élément principal, c'est ça, c'est le coût du travail, hein, qui est plus élevé. Alors, dans l'industrie, on a fait quelques progrès avec le fameux 6C, même s'il n'est pas parfait. Et il n'est pas parfait notamment parce qu'il ne cible pas assez les salaires moyens, il cible trop les bas salaires. Ce qui est bien pour l'emploi, mais ce qui n'est pas bien pour le coût pour les entreprises. Donc on a un sujet de compétitivité du site France qui explique, hein, que, en partie, hein, ce n'est pas le seul sujet, mais qui explique en partie le fait que l'industrie française a perdu de la place. Et ça, c'est très grave. Pourquoi l'industrie, c'est fondamental pour un pays? Parce que c'est l'industrie qui fait 70-75% de la R&D, c'est l'industrie qui fait l'essentiel des exportations et du commerce extérieur, et que le sujet principal en fait de la France par rapport au pays, qui est un indicateur de résultat de ce que je viens de dire, c'est le commerce extérieur français qui est très très déficitaire. Et d'ailleurs, en parlant de politique, et vous avez critiqué à plusieurs reprises la politique menée par le gouvernement. Vous avez dit que c'était une politique du zigzag. Pourtant, le gouvernement a pris des mesures en faveur des entreprises, d'allègement de charges, la loi Macron, la loi travail. C'était des mesures qui allaient dans le bon sens ou pas? Il y a eu un certain nombre de choses positives. J'ai parlé du 6C, on peut le critiquer parce que d'ailleurs les principes, un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle veulent le changer pour mettre directement une réduction sur les charges sociales, mais ça allait dans la bonne direction, pas assez. La même chose, la loi El Khomri, ça va dans la bonne direction, mais pas assez. D'ailleurs, Emmanuel Macron voulait aller plus loin, hein, on l'en a empêché. Donc, donc il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Quand j'ai parlé de zigzag, c'était il y a 3-4 ans où effectivement je me suis fait agresser. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont besoin de lisibilité. Elles ont besoin qu'on leur donne des signaux
claire, de visibilité à moyen terme. Moi, quand je vais investir, quand je vais prendre une décision d'investissement, c'est pour 15 ans, c'est pour 20 ans. Bon. Donc on a besoin de visibilité. Alors, on est parti d'une situation en 2012, mais ceci étant, il y avait des problèmes avant aussi, où c'était mauvais à peu près dans toutes les... Il y avait un déni de ce que je viens de dire, la compétitivité. Puis après, on est passé du déni à un bon diagnostic. Simplement, c'était 2 mesures dans le bon sens et puis beaucoup de bruit dans le mauvais sens. Et donc, ça freine le bon diagnostic, si vous voulez, les ardeurs de ceux qui pensent que ça allait dans la bonne direction. C'est pour ça que j'ai parlé à ce moment-là de progressivement, ça s'est un peu amélioré, mais pas du tout assez. Quand vous dites que ce n'est pas allé dans le bon sens, pourtant la loi El Khomri... Si, j'ai dit que ça allait dans le bon sens, mais pas assez. Pas assez, ça n'allait pas assez loin, mais pourtant la loi El Khomri a créé beaucoup de tensions dans la société. Oui, mais ça, écoutez, les jeunes se sont fait complètement manipuler sur ce sujet-là. Hein, c'est scandaleux d'ailleurs la manière dont ça a été présenté. Et je ne comprends pas comment les jeunes se sont fait manipuler à ce point-là. Hein. Ce sont aujourd'hui les jeunes qui sont les principales victimes des rigidités du marché du travail en France. Voilà. Et on a un problème de rigidité. Aujourd'hui, si vous voulez, je vous ai dit que la France a commencé à aller mieux. Moi, dans nos secteurs, là, en ce moment, tous les indicateurs sont bons. Les mises en chantier sont bons. Il y a de plus en plus de transactions immobilières. Ça veut dire que ça devrait repartir, la rénovation. Bon. Une des raisons pour lesquelles ça ne repart pas, c'est que nos clients, les entreprises, les PME, les artisans, ils ont peur d'embaucher. Et pourquoi ils ont peur d'embaucher? Parce qu'ils ne savent pas si ça va durer. Ils savent que s'ils embauchent, ça va être plus compliqué qu'ailleurs et ça va coûter plus cher et plus incertain de licencier. Voilà. Donc on a un frein, si vous voulez, à l'emploi. Bon. Donc tout ce qui peut améliorer les choses dans ce domaine-là, ça va dans le bon sens. Voilà. Et donc la loi El Khomri, elle n'a pas été assez loin, mais elle est un peu dans le bon sens. Ce que voulait faire Emmanuel Macron, si vous voulez, sur les prix d'hommes, c'est pareil. Il n'a pas pu le faire. D'ailleurs, il veut le faire s'il est élu. Il a bien compris tout ça. Donc ce n'est pas nécessairement une question de gauche ou de droite. Hein. Mais il y a des rigidités, il faut s'attaquer aux rigidités. Concernant les freins du travail, les grands patrons évoquent souvent la question des 35 heures. Donc certains candidats proposent de les remettre en cause, certains veulent abaisser encore le temps de travail. Existe-t-il un juste milieu et est-ce que la question des 35 heures est un véritable enjeu pour relancer l'économie française? Je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. Pour moi, ce n'est pas le sujet numéro 1. Ça ne veut pas dire que... ce qui a été très mauvais dans les 35 heures quand ça a été fait, c'est qu'on a un peu changé des attitudes culturelles. Hein. Et donc, tout ce qui peut donner le sentiment que le travail, c'est pénible, que le travail, c'est pas bien, qu'il faut travailler moins parce que c'est pas bien de travailler, tout ça, ça va dans le mauvais sens. Hein. Pour l'économie, mais aussi pour la santé du pays et pour de mon point de vue, l'épanouissement de la grande majorité des gens. Donc c'est de ça que c'est de la même manière, cette loi pénibilité, si vous voulez, à partir du moment où on va compter tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est pénible, c'est extrêmement... ça va dans le mauvais sens. Hein. Le revenu universel, là, c'est dramatique de ce point de vue-là, comme idée. Hein. Donc, je pense qu'il faut réhabiliter la valeur travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre ça, ce sujet-là, dans, si vous voulez, décentralisé. On n'a pas. Moi, je vais vous prendre dans mon secteur. Hein, il y a une saisonnalité importante. Hein, en hiver, quand il gèle, on ne peut pas travailler dehors. Mais nos clients. Bon, 35 heures, c'est beaucoup à ce moment-là. Et puis, on aurait besoin que ce soit beaucoup plus. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est que ce soit la même chose partout, la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut de la souplesse. Vous êtes pour une gestion entre l'employeur et les salariés. Exactement. Ah oui, ça c'est très clair. Après, est-ce qu'il faut mettre, dans le débat qu'il y avait l'autre jour, est-ce qu'il faut mettre la durée légale à 35 heures et puis chacun discute, qui était ce que disait Macron, est-ce qu'il faut supprimer la référence à 35 comme disait Fillon? Je ne sais pas si c'est ça le plus important. Et sur la taxation des robots, ça va dans le mauvais sens. Ça c'est une énorme connerie. Hein,
Ça, c'est une énorme connerie. Je veux dire, c'est comme si on voulait... J'ai vu l'autre jour, on disait que c'était arrêter le progrès technique, c'est complètement stupide. Hein. C'est comme si il fallait cacher le soleil pour protéger les fabricants de chandelles. Hein, ça rappelle le 19e siècle, où on voulait arrêter le chemin de fer pour protéger les conducteurs de diligence. Bon, donc c'est stupide de vouloir arrêter le produit. Juste 2 chiffres. Hein. Le taux de chômage en Allemagne, il est la moitié du taux de chômage en France. Il y a 2 fois plus de robots en Allemagne qu'en France. Voilà. Et donc moi, je peux vous dire une chose, actuellement, ça fait partie de mes priorités dans la transformation de Saint-Gobain permanente, mais on accélère beaucoup aujourd'hui notre transformation liée à toute la révolution digitale, et on pourra en parler si vous voulez, mais un des éléments, c'est la modernisation rapide des usines. Donc j'investis beaucoup, et j'ai beaucoup augmenté les programmes d'investissement cette année dans nos usines pour introduire toutes les technologies du numérique et automatiser plus. Parce que qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on parle plus des robots qu'il y a 3-4 ans? C'est que ça coûte maintenant, les prix ont été divisés par 4 par rapport à il y a 5 ans. Voilà. Et donc maintenant, on parle d'ailleurs beaucoup plus de cobots que de robots. C'est-à-dire que des robots collaboratifs qui vont changer beaucoup de manières de travailler. Mais dire qu'il faut taxer les robots, c'est complètement débile. Votre groupe a Vous avez compris que je n'étais pas un grand supporter des idées économiques de M. Hamon, en tout cas de ces deux-là. Ça et le revenu universel. On l'a compris. Votre groupe a été et est toujours un fleuron de l'industrie française, un champion national. Pourquoi aujourd'hui en France, on n'arrive pas à faire éclore de nouveaux champions nationaux et On y arrive. Si vous voulez, là, d'ailleurs, c'est un peu à mettre... si, je pense que le gouvernement... qui termine, a fait sur le plan de toutes les startups et du numérique et de tout ça des choses très très bien. Hein. Il y a plein de... La French Tech est en plein développement. Hein. Donc je pense qu'il y a plein de sociétés qui sont en train de grossir. Donc, alors, la difficulté qu'on a en France, c'est... Il y a des grosses entreprises qui marchent très bien. Il y a des tas de petites entreprises qui marchent bien. On a plus un problème, et quand on se compare à l'Allemagne, sur ce qu'on appelle les ETI ou les entreprises de taille intermédiaire. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet qui est lié à la manière dont on adresse le capital en France. La ressource en capital est moins disponible que dans les pays d'à côté, et la taxation du capital n'aide pas la succession dans les entreprises. Donc on a quelques sujets importants là-dessus. Mais si vous voulez, on a plein d'entreprises qui sont déjà à une certaine taille, dont des ETI qui deviennent des grandes entreprises. Ça, on en a toute une série. Hein. Et puis on a plein de PME. Donc c'est plutôt le stade intermédiaire où on est plutôt moins bon. Merci. Mais je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir de l'entreprise en France. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui ont envie ou qui vont, ils ne le savent pas encore, mais dans les 5 ans qui viennent, se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Je peux vous dire que, sans faire de sondage dans cette salle, il y en a certainement 3 ou 4 fois plus que quand moi j'étais à votre place. Et ça, c'est positif. Et qu'est-ce que vous leur direz? Et en plus, les Français sont bons. Si vous voulez. Moi, il suffit d'aller d'aller à San Francisco. Hein, j'y vais assez souvent. On voit que des Français partout. Et ils sont très bons. Et qu'est-ce que vous diriez justement à ces jeunes pour les convaincre de venir travailler chez vous plutôt que dans une start-up? Oh, ben, j'ai pas envie qu'ils viennent. J'ai pas de place pour tout le monde. Je pense que je serais content d'en avoir. Et c'est bien qu'il y en ait qui veuillent aller travailler dans des grandes entreprises, mais pas tout le monde. Et puis, ce que je crois qu'il est important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, d'être bien, de choisir quel va être son patron, voilà, et pas de réfléchir à un plan de carrière à l'avance, parce que ça marche pas. Voilà. Donc alors après, il y en a qui peuvent avoir envie d'aller travailler dans une entreprise.
on ne fait pas la même chose. Il y en a qui on se forme d'une manière différente. Mais moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est surtout cherchez pas à faire trop de plans de carrière et faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît. C'est pas toujours évident de le savoir. Enfin, maintenant, vous faites tellement de stages que c'est plus facile de sentir ce qui va vous plaire. Et voilà, la vie est trop courte pour qu'on s'emmerde. Merci. Maintenant, nous avons des questions. Nous avons des questions par rapport au groupe Saint-Gobain plus spécifiquement. Donc la nouvelle stratégie de Saint-Gobain s'oriente plus spécifiquement vers une réduction de votre impact environnemental. Et nous nous demandons, est-ce une véritable stratégie de croissance pour une entreprise comme Saint-Gobain ou c'est seulement dans l'air du temps et dans le but de donner une bonne image de l'entreprise ? Non, alors d'abord, je pense que les entreprises aujourd'hui, d'une manière générale, ont passé ce stade de l'image. Elles ont compris que ces sujets-là représentaient des tas d'opportunités. J'ai écrit un petit bouquin il y a 2 ans là-dessus, au moment de la COP21. Je crois que les entreprises ont compris et elles veulent montrer, et elles sont au moins autant la solution que le problème. Parce que vous l'avez résumé dans votre introduction. Et Saint-Gobain est très emblématique de ça. C'est aussi pour ça que j'avais fait ce bouquin, parce que ce n'est pas une stratégie de réduire notre empreinte environnementale. Ça, on va le faire aussi. Mais la stratégie de Saint-Gobain, c'est de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale de la planète. Je prends un exemple tout simple. On fabrique toute une série de matériaux de construction. Et notre matériau avec lequel on a commencé il y a 350 ans et qu'on fait encore, c'est le verre. Bon. Pour fabriquer un double vitrage, il faut beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, il faut de l'énergie carbonée. Parce que c'est soit du gaz, en pratique, c'est du gaz. Donc c'est moins mal que le charbon. Mais donc on émet du CO2 quand on va fabriquer un double vitrage. Et je ne saurais pas avant longtemps faire autrement. Une fois qu'il est installé, ce double vitrage, dans une maison ou dans un immeuble, il va permettre d'isoler et donc de réduire la consommation de chauffage ou de climatisation. En 3 mois d'utilisation, l'énergie et donc le CO2 qu'il a fallu pour le produire est remboursé. Ça veut donc dire que sur sa durée d'utilisation, c'est entre 100 et 150 fois, il va permettre d'économiser entre 100 et 150 fois ce qu'il a fallu pour le produire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer à travers ça ? C'est que aujourd'hui, si je prends la France ou l'Europe, 40% de l'énergie consommée, après en France, grâce au nucléaire, c'est un peu moins que 40% du CO2, mais mettons entre 25 et 30% du CO2 est consommé dans les bâtiments. L'essentiel étant pour se chauffer. Alors après, si on est selon les régions, c'est une part plus importante, mais c'est en moyenne le niveau en Europe. Et on sait aujourd'hui, avec les matériaux de Saint-Gobain, construire d'ailleurs la règle, la norme le demande dans la réglementation du neuf, construire des bâtiments qui nécessitent pratiquement pas de chauffage. Bon. Donc, si on veut réduire la consommation les émissions de CO2 en France, l'une des mesures prioritaires, c'est d'isoler plus les maisons. Et pas seulement les neufs, mais aussi la rénovation. C'est un des grands chantiers. D'ailleurs, on en a parlé, j'étais assez content dans le dernier débat présidentiel. En tout cas, il y en avait un que j'avais chauffé il y a quelques années là-dessus. Il s'en souvenait, j'étais très content. Mais il a couru parce que c'était très important. Et si on veut faire ça, eh bien, on est obligé d'avoir des usines qui vont fabriquer ces produits. Donc les gens, les écolos de première génération, il y en a de moins en moins, mais qui disent il ne faut pas d'usine, je leur explique, mais comment vous allez réduire la consommation ? Il ne faut quand même pas demander aux gens de grelotter toute l'année. Donc comment on va réduire la consommation d'énergie
et les émissions de CO2, c'est en isolant mieux. Et ça, ils sont tous d'accord. Mais simplement, moi, je leur dis, pour fabriquer un double vitrage, je ne saurais pas le faire sans consommer de l'énergie. C'est pour ça aussi, si vous voulez, je continue sur ce thème, que si c'est normal que l'Europe soit en avance sur tous ces sujets du climat, mais si on fait des choses en Europe que les autres ne font pas de manière excessive, moi, si ça coûte beaucoup moins cher d'aller fabriquer du verre, il coûte cher à transporter, donc il faudra vraiment que ce soit très différent. Mais si ça coûtait beaucoup, beaucoup moins cher d'aller fabriquer du verre parce qu'on me l'interdit ou qu'on me met des contraintes trop lourdes en France ou en Europe, je vais le fabriquer ailleurs, au Maghreb, et donc je émettrai autant de CO2 parce que de toute façon, on en aura besoin. J'émettrai autant de CO2, mais il ne sera pas émis en France pour pouvoir réduire les émissions de CO2 dans le bâtiment en France. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à travers cet exemple, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu long, mais qu'on a besoin de l'industrie. Alors, par contre, vous avez pris le sujet par réduction, ça ne veut pas dire que moi, je ne dois pas essayer de faire des produits en consommant de moins en moins d'énergie et de CO2, et donc de réduire ma propre empreinte environnementale. Et ça, j'ai pris des engagements d'ailleurs au moment de la COP21, comme toute entreprise, mais ça va être très dur. Donc j'ai dit qu'on allait réduire de 25% nos émissions de CO2 de 20% d'ici 2025. Ça va être dur. Pour l'instant, je ne sais pas tout à fait le faire. Et donc j'ai pris d'ailleurs mis un prix du carbone en interne pour pouvoir stimuler la recherche, pour trouver des idées. Mais l'idée de se dire que on va se passer d'industrie et que du coup il n'y aura plus de pollueurs et que tout sera c'est des idées de bisounours. Voilà. Donc et moi, si vous voulez, à la fois je dois essayer de faire de mieux en mieux, mais je ne sais pas, on ne saura pas avant longtemps faire du verre sans dépenser de l'énergie, et l'énergie décarbonée. Mais on en a. Donc il faut que je fasse des efforts, mais il faut qu'on accepte qu'il y ait de l'industrie pour pouvoir améliorer les choses globalement. Voilà. Concrètement, la solution, c'est l'innovation. Alors la solution, c'est l'innovation, exactement. C'est d'essayer. Il y a des trucs qu'on peut faire, donc on essaie de réduire. Si vous voulez, à chaque fois que je fais une nouvelle usine de verre, elle consomme 20% de moins que les usines existantes. Simplement, quand je fais une usine, elle coûte très cher. Et donc, elle dure, en l'occurrence, c'est un four verrier, il a une durée de vie limitée, mais elle dure 18-20 ans. Et donc, et ça fonctionne 7 jours sur 7 pendant 18 ans. Sinon, c'est complètement idiot sur le plan économique. Donc, c'est à chaque fois que j'en refais un nouveau, je fais un step change, mais je ne le fais pas d'un seul coup. Voilà. Et ces dernières années, d'ailleurs, vous avez décidé de recentrer l'activité de Saint-Gobain sur un cœur de métier, l'habitat durable. Et pourtant, vous êtes une des entreprises les plus innovantes du monde. Pourquoi ce recentrage et pourquoi ne pas justement diversifier ces activités grâce à l'innovation ? On reste assez diversifié. D'ailleurs, quelquefois, on nous dit qu'on l'est encore un peu trop. Mais non, ce que j'ai voulu, si vous voulez, c'est plus qu'un recentrage, c'était un changement de la manière de définir Saint-Gobain. Et ça, c'est un truc que j'ai fait quand j'ai pris mes fonctions en 2007 et qui a été très important. Beaucoup d'entreprises ont fait ce type de changement d'une manière différente. Moi, je voulais qu'on passe d'une culture de produits, d'une culture d'ailleurs d'ingénieurs. Heureusement, il y a quelques-uns de vos anciens chez nous. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs au J5 et c'est très bien d'ailleurs. Mais je voulais qu'on passe d'une culture du produit à une culture du client. Que le client soit premier. Et chez Saint-Gobain, je peux vous dire que ce n'était pas évident. Quand je suis rentré dans le groupe, dans certains métiers, on était encore à dire le client a beaucoup de chance si on va lui donner quelque chose. Et les chercheurs, ils étaient là dans leur centre de recherche à chercher des tas de trucs. Et puis, une fois qu'ils avaient trouvé, qu'est-ce qu'on va en faire Donc, voilà, j'ai voulu changer la culture de Saint-Gobain pour qu'on parle du client. Et ça, je l'ai fait en changeant un peu la définition. Donc, au lieu de définir Saint-Gobain comme un groupe de matériaux, ce qu'on est toujours, j'ai voulu définir Saint-Gobain par rapport à ses marchés.
Et il se trouve que compte tenu des mouvements stratégiques qu'avait fait mon prédécesseur dans les 25 dernières années, on a un certain nombre de marchés, mais de très loin, notre plus gros marché, c'est le marché de l'habitat. Et donc j'ai défini Saint-Gobain par rapport à l'habitat, et donc l'habitat durable, avec l'idée de, si vous voulez, de bouger la culture et de faire que les différents métiers de Saint-Gobain qui s'adressent à ces clients qui sont en commun, ils se parlent. Voilà. Ils se parlent, ils travaillent ensemble, pays par pays. C'est pour ça aussi on est organisé par métier, mais on a aussi, comme vous le disiez, madame, cette organisation par pays, par région, puisque quand on est dans les métiers de la construction, il faut aussi être local. Voilà. Mais simplement, on était arrivé à un système où ils ne se parlaient pas, alors qu'ils avaient les mêmes clients, et ils ne parlaient pas tellement à leurs clients. Voilà. Donc c'est ça que j'ai voulu changer. Et donc l'habitat durable, pour moi, c'était ça. Et ça le reste. C'est un choix pour être davantage compétitif, du coup. C'est un choix pour avoir plus de synergie entre les métiers du groupe. Voilà. Et faire que l'ensemble des organisations de Saint-Gobain, on est assez décentralisé, mais travaillent ensemble avec l'idée de réfléchir à leur marché et à leurs clients. Voilà. En plus, c'est vrai que en termes de vision, et un patron, ça doit aussi donner une vision à son groupe. Hein, l'habitat durable, on voit tout de suite que c'est un marché qui a, compte tenu de ce que je vous ai dit, en particulier aussi sur ces sujets d'économie d'énergie, c'est un marché du futur très important. On va aborder un nouveau sujet maintenant. Et puisque on est face à un PDG, on ne peut pas ne pas aborder la question de la rémunération. On sait que récemment, une loi a été votée qui donne un droit de veto au conseil d'administration sur la rémunération des dirigeants, qui leur permet de non, c'est pas ça. La loi qui est votée, c'est pas au conseil d'administration. Avant, c'était le conseil. Il faut maintenant l'accord de l'Assemblée générale. D'accord. Très bien. Merci pour cette précision. Pas la même chose. Mais selon vous, est-ce qu'il faut réglementer et plafonner la rémunération des dirigeants ? C'est nécessaire ou pas ? Non, je pense qu'il ne faut pas que l'État se mêle de trop de choses dans ce domaine. Moi, je vais vous dire quelque chose, mais c'est pas très politiquement correct ce que je vais vous dire. Mais moi, je pense que je suis probablement trop payé, mais je pense que la transparence n'a pas que des effets vertueux. Voilà. Je pense que la transparence, ça s'est traduit par des échelles de perroquet. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Hein. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans Saint-Gobain. Hein. Et donc, quand j'ai été nommé directeur général, j'ai été augmenté. Ça me paraissait d'ailleurs pas normal. Et puis, un an après, puisque c'est le moment où on a commencé à avoir la transparence, hein, on voyait que puisque tout le monde a des tableaux, hein, j'étais le dernier ou à l'avant-dernier. Voilà. Bon, ça ne me dérangeait pas, je trouvais que j'étais très bien payé. Mais ça dérangeait mes administrateurs, et puis, même à la limite, les cadres de Saint-Gobain. Bon, surtout que ça veut dire, est-ce que notre patron, il est bon, hein, surtout qu'il y a eu des petits hoquets dans la succession de mon prédécesseur. Donc, est-ce qu'il est bon ? Et donc, c'est le conseil d'administration qui a dit il faut le monter. Et je pense que quand on fait tous ces benchmarks, ça pousse à la hausse. D'ailleurs, tous les gens qui sont les plus transparents, qui sont les anglo-saxons, c'est là, les salaires anglo-saxons, les patrons sont beaucoup plus importants que les salaires français. Hein. Entre un patron français et un patron américain, c'est de 1 à 6. Un patron français, un patron anglais, c'est de 1 à 2 en moyenne. Voilà. Tout ça, c'est des sommes astronomiques. Hein. Donc, c'est un sujet difficile, mais je pense que la loi, ce n'est pas nécessairement la bonne solution non plus. Voilà, je suis d'une manière générale. Donc, il faut arriver à ce qu'il y ait une espèce d'autodiscipline. C'est pas facile. Et la transparence fait que c'est pas facile. Voilà. Après, ce qui est très important et ce qui n'est pas toujours facile à expliquer, c'est que je pense que c'est plutôt une bonne chose que la rémunération, quand on monte dans la hiérarchie, l'élément variable soit plus important que l'élément fixe. Bon. Donc l'élément variable, il dépend aussi, ça monte et ça descend. Voilà. Alors on en parle toujours quand ça monte, on n'en parle pas quand ça descend.
Vous parliez tout à l'heure de la culture d'ingénieurs de Saint-Gobain, qui est un groupe industriel. Et donc, comment vous, qui êtes diplômé de l'ESSEC, avez-vous réussi à vous imposer dans le milieu de la construction? Ça, j'en sais rien. De l'ingénierie. Ouais. C'est mon prédécesseur qui me l'a... écoutez, je vous ai dit qu'il fallait insuffler plus une culture du client et du marché. Bon, ben, je pense que vous êtes plutôt meilleur que les ingénieurs là-dessus. Bon, moi, j'ai plutôt été élevé un peu aussi comme ça. Hein, et donc, voilà, donc il faut un peu de tout. Il faut dans une équipe, il faut des gens qui aient des origines, des cultures, sexes différents. Moi, je suis très pour la diversité. Voilà. Moi, j'aime bien les ingénieurs parce que aussi ils me rassurent. Ils ont des raisonnements que j'ai pas. Mais je pense que c'est bien d'avoir qu'il n'y ait pas que. Voilà. Donc, j'essaye de mélanger. Je suis pour la diversité et je pense qu'on est meilleur. D'ailleurs, la plus importante des diversités, c'est la diversité d'âge. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait une bonne partie de ma carrière avec des chefs qui allaient prendre leur retraite juste après. Et je trouve que mélanger un jeune et un vieux, c'est extrêmement riche. Alors maintenant, je suis un peu de l'autre côté de la barrière, donc j'essaye de m'entourer de très jeunes. Et je pense que la diversité d'âge, c'est aussi très important. Donc voilà, il faut pas... il faut essayer d'éviter une culture dominante, il faut mélanger. Et de ce point de vue-là, j'ai un peu rebalancé les choses chez Saint-Gobain. Comment j'ai réussi à le faire? Saint-Gobain, de par sa culture et sa tradition, est assez légitimiste. Donc, une fois que mon prédécesseur avait décidé que c'était moi qui allais devenir le patron de Saint-Gobain, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup de mal à m'imposer. Voilà. Comment ça s'est fait? Assez naturellement. Et vous parliez de diversité. Au niveau des patrons du CAC 40, la diversité n'est pas très importante. Vous avez fait l'ESSEC, vous avez fait l'ENA. Je crois que je suis le seul ESSEC. Mais il y avait Christophe de Margerie qui venait de votre école, oui. Malheureusement. Mais beaucoup de patrons du CAC 40 ont fait HEC, Polytechnique, l'ENA. Oui, il y a un peu trop d'HEC. Oui. Ouais. Mais est-ce que pour devenir un PDG d'une entreprise du CAC 40, il faut faire une grande école absolument? Non, enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense que c'est beaucoup moins important que ça ne l'était. Moi, je crois pas que c'est parce que j'étais passé par l'administration que je suis devenu patron de Saint-Gobain. J'ai fait un peu plus de 20 ans avant dans Saint-Gobain et j'ai eu de la chance, mais j'ai eu des bons résultats dans les jobs qu'on m'a donnés. Vous savez, dans l'entreprise, ce qui compte quand même, c'est aussi d'avoir des bons résultats. Voilà. Moi, j'aime mieux quand je mets quelqu'un patron d'une filiale et que je reviens 3 ans après. Si les résultats ont doublé, en général, j'ai tendance à le promouvoir. Si les résultats ont baissé, je me pose des questions. Pour moi, ça me paraît plus important. Toujours concernant les patrons, en France, on a le sentiment d'un certain désamour envers les patrons et leurs entreprises. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce une spécialité française et comment y remédier et comment redorer le blason des patrons et des entreprises en France? Non, je pense qu'il y a aujourd'hui dans le monde un problème beaucoup plus grave, qui est la montée du populisme partout. Et donc il y a des réflexes anti-élites, c'est pas anti-patron. Je pense qu'à l'intérieur des élites, les hommes politiques ou les journalistes sont encore plus vilipendés que les patrons. Donc il y a un réflexe anti-élite dans beaucoup de pays. Bon, alors il n'est pas général, mais enfin Trump il s'est fait élire là-dessus. Hein. Le Brexit, c'est quand même assez largement un réflexe anti-élite. Hein. En France, le fait que vous ayez aujourd'hui dans les sondages pour les élections présidentielles, que vous ayez entre 40 et 50%, qui n'est jamais vu, et c'est très grave, 40 à 50% des gens qui ont un vote, j'allais dire, populiste. Hein, et c'est quand même extrêmement frappant aujourd'hui de voir les similitudes dans les programmes, d'ailleurs, entre Marine Le Pen et Mélenchon. Hein, mais vous avez... Donc, je crois qu'il y a un vrai problème de montée du populisme qui est lié au fait que les élites ont
pas toujours été géniales et elles ont manqué de pédagogie. Voilà. Je pense que les patrons, dans ce truc-là, ils en font partie, mais ils ne sont pas considérés comme les pires. Hein, et je pense que ce n'est pas le cas dans leurs entreprises. Alors, on n'est pas élu. Hein, je ne sais pas si je serais élu par les 170 000 salariés de Saint-Gobain, mais heureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je pense que les sondages montrent aussi que les gens, en général, les salariés d'une entreprise sont assez fiers de leur entreprise et n'ont pas un problème particulier vis-à-vis de leur patron. Il n'y a que des particuliers, mais globalement, statistiquement. Voilà. Donc, mais la médiatisation, ces sujets de rémunération, c'est pas très bon. Voilà. Hein, mais globalement, je pense que toutes les études d'opinion montrent que les Français font plutôt confiance quand même aux patrons. Et que, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait un problème spécifique entre la France et les autres. Il y a un problème spécifique, culturel, d'éducation, pas chez vous, mais dans ce que vous avez appris au lycée. Hein, les profs d'économie au lycée, il y a un problème entre les Français et l'entreprise. Bon, ils se corrigent. Enfin, vous avez déjà peut-être appris mieux, mais enfin, il y a 15 ans, c'était quand même la manière dont s'enseignait l'entreprise à l'école. Hein, c'est encore dramatique. Et là, ça explique le fait que les Français aient un problème avec l'entreprise beaucoup plus important que dans les autres pays. Bon. Mais je ne sais pas si, par contre, la manière dont sont vus les patrons, je ne sais pas si c'est pire en France qu'ailleurs. C'est pas génial en France, mais c'est pas génial ailleurs non plus. Voilà. Et c'est moins mal que les politiques. Donc, réconcilier les élites et la population, c'est un des gros challenges aujourd'hui, parce que je pense que cette montée du populisme, elle est très très grave. Donc maintenant, nous allons passer à une deuxième partie de cette interview qui s'appelle le Fast and Curious. Donc nous allons vous proposer 2 mots et vous allez devoir choisir le plus rapidement possible entre l'un de ces 2 mots. ESCP ou ESSEC? Aujourd'hui, je choisis le SCP, mais voilà. D'abord, vous êtes dans Paris, ce qui est assez sympa. Hein, donc, voilà. Quand le bâtiment va, tout va, ou quand la santé va, ah bah non, tout quand va. le bâtiment va, tout va. Et la santé va avec. Masson ou Macron? Ben, Masson, ça dépend comment vous l'interprétez. Mais je ne souhaite pas prendre position à titre personnel et au titre de le président de Saint-Gobain ne vote pas. Voilà, je vous ai dit qu'il y en a pour lesquels je n'allais pas voter. Le président de Saint-Gobain ne vote pas, mais j'ai réduit le champ des. Il y en a dont je n'ai pas parlé, et où j'en ai parlé en disant qu'il n'y avait pas trop de problèmes, mais je n'ai pas envie de. Voilà, donc je vais dire Masson. Saint-Gobain ou Jean Gabin? Saint-Gobain. C'est facile, hein, là, honnêtement. PDG, oui. Je ne suis pas très fouteux. En construction ou en marche? Ben, j'aime bien En Marche. C'est connoté aujourd'hui, mais et là, en construction, on est En Marche. Voilà. Non, en construction, quand même. R&D ou RSA? R&D. C'est assez facile, hein. Colbert ou col blanc? Non, j'aime bien Colbert. Oui. Je revendique. Franc-maçon ou maçon français? Maçon français. Maintenant, on va passer à C'est le seul où j'ai fait celui d'en bas, oui. Maintenant, on va passer à un autre petit jeu, c'est si vous étiez. Et il y a plusieurs questions et vous allez nous dire si vous étiez un patron d'une entreprise, mais autre que Saint-Gobain. Je ne me suis pas beaucoup posé cette question, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurais envie de... Et je peux vous dire que j'ai pas été... C'était pas dans mes gènes, mais j'ai plein d'idées de créer une entreprise, une petite start-up. C'est un projet en cours ou... Non. Mais si jamais on n'avait plus envie de moi chez Saint-Gobain, je saurais m'occuper. Si vous étiez un syndicat? Un syndicat allemand. Si vous étiez une réussite de Saint-Gobain, par exemple.
quelque chose que vous avez... Pourquoi vous mettez si? Très bonne réponse. Je parle de Saint-Gobain, je parle pas de moi. Hein. Si vous étiez un ouvrier du bâtiment, Quel type d'ouvrier? Oui. quel corps de métier? Plombier. Ça vous perturbe. Hein. Si vous... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Si vous étiez une loi. Ah bah plutôt la loi Macron que la loi M. Khomri. Non, si j'étais une loi... D'abord, je pense qu'il en faut moins des lois. Un des gros problèmes en France, c'est que dès qu'il y a un problème, on veut une loi. Donc, j'aime pas votre question. Voilà. Je pense qu'il faut... Et non, il faut pas penser qu'on va régler tout avec la loi. On a un gros... Ça, c'est une spécificité française, un peu, c'est qu'on a tendance, et vous voyez, c'est intéressant, ça veut que vous posiez cette question, ça veut dire que le premier réflexe qu'on a, c'est d'attendre de l'État qui règle les problèmes. Voilà. Et là, il y a un vrai problème culturel. Le fait que vous posiez cette question me perturbe. Ça veut dire que vous avez encore quelques cours à prendre à l'ESCP hein, pour vous désintoxiquer. On va passer maintenant au... On va prendre des questions du public maintenant. S'il y en a. Oui. Lancez-vous. Hein. Oui, bonjour, Alexandre Lederman, je suis maître de conférence à l'école. Alors, on a un nouvel électif qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle CEO Studio. Et en fait, c'est parcours dirigeant. C'est qu'est-ce qui, chez les jeunes élèves, va faire que va se déclencher quelque chose, comme disent les Américains, why not me? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Et ce qu'on aimerait savoir, c'est par rapport à vous, très succinctement dans votre parcours, qu'est-ce qui a fait, à quel moment? Est-ce que c'est dans une grande école de la province parisienne, j'allais dire, ou est-ce que c'est à l'ENA? Est-ce que c'est à d'autres occasions qui vous est venu ce déclic, sachant qu'en général, c'est pas une progression, c'est une autre dimension. Et puis que c'est donc à quel moment? Et puis je sens que Brynhilde Dumas aussi avait une question sur la parité, mais ça c'est encore autre chose. Chantez pendant le voilà. Oui, moi j'ai pas eu. Honnêtement, comme je l'ai dit, je pense qu'une. Enfin, je suis pas l'homme d'une vocation. Je pourrais vous dire que j'avais toujours rêvé d'être patron, d'être industriel. Vous avez évoqué mon background familial, je n'ai pas été préparé à ça. Mon père, il a mis 20 ans à comprendre que ce n'était pas forcément idiot de travailler dans une entreprise industrielle. Mais pour moi, le déclic que j'ai eu, c'est pas mon premier job chez Saint-Gobain, c'est mon deuxième job chez Saint-Gobain. Et j'en avais peur, d'ailleurs. Mais c'est quand on m'a donné une responsabilité opérationnelle et je me suis retrouvé avec 3 usines en charge de ça. Et là, je me souviens très très bien, c'était en fin 92, au moment de l'arrivée de la crise, donc c'était pas facile. Et quand j'ai essayé de me dire à quoi me raccrocher, en fait c'est dans le commandement, hein, c'est ça qui m'a plu. Eh bien, je ne savais pas. Et la seule expérience que j'avais, c'était le service militaire, que vous n'avez malheureusement pas connu, où j'avais la chance de le faire comme officier, donc j'avais dirigé une section de 30 personnes, c'est pas la même chose qu'une entreprise, mais c'est la seule expérience qui m'a servi, beaucoup plus que ce que j'avais appris dans les écoles. Et là, j'ai eu un déclic, oui, ça m'a plu, alors que j'avais jamais fait ça juste avant, dans les 10 ans avant, donc c'était quand même, j'avais 32 ans, et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, c'est ça que j'aime, c'est diriger des équipes. Mais je m'en étais pas tellement rendu compte avant. Alors j'aurais pu le faire dans un métier autre. Pourquoi l'industrie? Parce que l'industrie, je trouvais que c'était plus concret, on touche des produits, on voit le résultat. Enfin, voilà, ça me parlait plus que d'aller dans un métier de service ou dans la banque. Mais ça, bon, ça oui, j'avais plutôt envie d'être dans le concret. Bonjour. J'ai pas eu beaucoup de déclics, ça s'est fait des choses progressivement. Il y en a un dont je me souviens, c'est celui-là. Bonjour. On parle souvent de l'Afrique comme un continent de croissance, surtout au niveau de la population.
vu que Saint-Gobain se spécialise au niveau de l'habitat, c'est quoi pour vous l'enjeu qu'est l'Afrique et qu'est-ce que vous avez prévu pour ce continent? Alors j'avais donné de grandes ambitions il y a 3-4 ans et je ne suis pas encore très satisfait. Et une des raisons, c'est la suivante, c'est que Saint-Gobain ne fait pas tout dans l'habitat. On est surtout dans de seconde œuvre et dans des matériaux qui apportent du confort, en fait. Hein, du confort énergétique, thermique, hein, du confort acoustique, du confort visuel, hein, l'esthétique, la qualité de l'air. Et donc les matériaux de Saint-Gobain, ils nécessitent un certain niveau de développement. Voilà. Ce n'est pas des matériaux de base, on n'est pas dans le ciment. Hein. Et donc, en fait, dans tous les pays émergents où on va, on s'adresse d'abord dans les pays où il commence à y avoir une classe moyenne et on vise plutôt d'abord le non-résidentiel et puis les classes moyennes. Et de ce point de vue-là, l'Afrique est juste en train de commencer. Donc on a commencé il y a 3-4 ans, mais les marchés pour nos types de métiers en Afrique sont encore petits. Voilà. Donc on y va, mais ça va prendre du temps. Bonjour. Donc on a compris grâce à la question d'Axel comment votre formation vous a permis d'accéder à votre poste de PDG. Mais au cours de votre cursus professionnel, comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir les compétences techniques et pratiques pour diriger une entreprise comme Saint-Gobain? Vous n'avez pas de formation d'ingénieur? Non, les compétences techniques, je ne les ai pas. Bon. Mais vous savez, un PDG, ça ne fait pas tout. Hein? Qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie quotidienne? Je fais... D'abord, bon, il y a un premier rôle qui est d'avoir une vision et d'insuffler une vision. Bon, ça, je vous en ai dit un ou deux mots. Après, il y a un deuxième rôle, mais qui ne peut pas être défini. Je pense que le patron, il insuffle un certain état d'esprit. Il a un impact là-dessus. Puis après, moi, je délègue énormément. Hein, donc, je m'occupe de deux choses, moi, dans l'entreprise. Je m'occupe des choix d'allocation du capital, donc les investissements, les acquisitions, hein, et puis je m'occupe des ressources humaines. Alors, je ne m'occupe pas de gérer la carrière de tout le monde, mais j'interviens sur à peu près 400-500 personnes, ce qui est beaucoup déjà. Hein. Pas décisionnaire sur 400-500, décisionnaire sur entre 30 et 50, mais je donne mon input sur 400-500. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui prends les décisions de gestion au jour le jour. Alors, vous allez me dire sur les choix d'investissement, d'allocation du capital, de savoir s'il faut faire un investissement plutôt qu'un autre. Ben, c'est là où j'aime bien avoir des ingénieurs autour de moi qui construisent des dossiers. Donc je sais que c'est sérieux sur le plan du dossier. Après, moi, ma valeur ajoutée personnelle, telle que je la vois, ben, je vais renifler un peu sur le terrain avant. D'ailleurs, j'aime bien aller parler aux gens, pas les gens qui font les dossiers, les gens qui font les dossiers à la base, pas les gens qui ont fait les dossiers que je vois, savoir ce qui s'est passé entre le premier... Voilà, donc aller interroger et puis sentir. Et donc, ma valeur ajoutée, je la vois souvent dans le domaine de l'intuition. Mais pour ça, j'ai besoin que, sur le plan technique, tout ça soit très bien étudié. Donc, voilà, je vous dis, on travaille en équipe. Après, les compétences de chacun sont importantes. Et à partir du moment où on travaille en équipe, ben, ça veut dire qu'on fait confiance aux gens qui sont avec vous. Il ne faut pas s'imaginer que... Alors, il y a quelques boîtes qui sont extrêmement... D'ailleurs, les boîtes de la high-tech aux États-Unis, aujourd'hui, elles sont extrêmement autocratiques. Elon Musk, on disait la même chose de Steve Jobs. Apparemment, il décide de tout, il vire tout le monde ou il garde tout le monde, il décide de tous les choix techniques. Moi, ce n'est pas le cas. Saint-Gobain est en plus une somme de... C'est assez décentralisé, si vous voulez. Vous demandez dans une entreprise automobile, alors il y en a qui sont différents, mais souvent, le patron, il aime bien choisir les détails du design et tout. Moi, c'est pas du tout... Dans Saint-Gobain, je ne fais pas du tout ça. Bonjour. Bonjour. Sylvie Simon-Elia, donc Executive MBA ici. Je voulais vous poser une petite question rapide, peut-être, si vous pouviez parler un petit peu d'innovation chez Saint-Gobain. Oui. Peut-être dans l'automobile, le vitrage, ou je ne sais pas, un autre domaine. Alors, d'abord, comme vous l'avez dit dans votre petite introduction, brillante introduction, on a
on a beau être dans des métiers qui sont apparemment qui changent pas tout le temps, hein, on essaye de se renouveler en permanence. Et donc je suis très fier qu'on ait à peu près un quart de nos produits qui n'existaient pas il y a 5 ans, ou qui n'existaient pas en tant que tels, hein, mais on prend dans des critères assez stricts. Et donc l'innovation dans des métiers industriels, c'est quand même beaucoup la recherche et le développement. Bon. Alors après, comment... Et moi, je juge en fonction des produits qui sortent. Je ne sais pas juger autrement. Je leur donne de l'argent, puis après, il faut que... Je ne sais pas si la recherche est bonne ou pas, mais à la fin, il faut qu'il y ait des produits nouveaux et pas seulement des brevets. Donc, quelques exemples de choses qu'on fait. Si vous prenez le vitrage, hein, par exemple, puisque vous me posez la question sur le vitrage, les grandes innovations des 30 dernières années, ça a été tout ce que vous ne voyez pas sur un vitrage, qui sont des couches. Si vous prenez un vitrage isolant aujourd'hui, il est complètement transparent, mais en fait, on a déposé sur le verre entre 10 et 30 couches d'épaisseur micronique, hein, qui donnent des propriétés d'arrêter la transmission de la chaleur, hein, ou du froid. Et donc ces couches, et Saint-Gobain est probablement le plus en avance, donc les verres, c'est le support des couches aujourd'hui presque, je dirais. Donc voilà, innovation très importante sur le plan technique. Depuis quelques années, et là on a lancé depuis 2 ans un nouveau type de vitrage. On est passé dans les vitrages à une troisième génération qui sont qu'on appelle les vitrages actifs. En gros, un vitrage actif, c'est un vitrage dont les propriétés sont modifiées quand on donne quand on fait quelque chose. En l'occurrence, on donne une impulsion électrique. Voilà. Alors là, il y a 2 exemples. Il y a un vitrage qui s'opacifie, ça c'est instantané. Hein. Donc ça permet d'être une cloison, par exemple, entre deux bureaux on voit à travers ou on ne voit pas à travers. Et puis, celui dont je viens de parler, qui est un truc très très au point sur lequel on a travaillé depuis 20 ans, très, très difficile à mettre au point, pardon, donc on travaille depuis 20 ans, c'est le vitrage qu'on dit électrochrome. C'est là, quand on envoie un courant, il se fonce un peu, donc comme des lunettes qui deviendraient des lunettes de soleil. Et donc ça permet d'éviter l'éblouissement et ça permet aussi de réduire de façon très importante la transmission de chaleur. Donc c'est ça les nouvelles générations de vitrages. Dans les vitrages automobiles, le vitrage est de plus en plus un support, hein, le head-up display. Dans la voiture du futur qui sera connectée, on aura plein d'informations qui apparaîtront sur des morceaux du pare-brise. Donc c'est un support d'information. Donc, sachant qu'on a des formes de plus en plus compliquées. Vous voyez là, maintenant ça a quelques années, mais la Citroën Picasso, qui avait un toit, un pare-brise avec des formes extrêmement complexes et grandes. Donc, de plus en plus, il y a des toits. Donc, faire ces formes compliquées, on est en général les meilleurs pour ça. Dans cet exemple-là, on est en train de lancer en France un produit qu'on a déjà lancé dans plusieurs pays, je parle à complètement autre chose, qui est notre nouvelle plaque de plâtre qu'on appelle Habito. C'est une plaque de plâtre qui est très différente des autres, puisque le problème d'une plaque de plâtre, c'est que c'est très facile de faire un trou dedans. Quand vous voulez planter un tableau, hein, c'est pas très facile, et en plus, ça ne permet pas de supporter des charges. Et là, vous avez une plaque de plâtre sur laquelle on peut faire de l'escalade, mettre des charges très lourdes. Hein, donc c'est un mur en dur qu'on pose avec la vitesse et avec la qualité de rendu d'une plaque de plâtre. On est en train de lancer ça en France. C'est un truc qui paraît tout bête, mais qui a été assez compliqué à mettre au point. Voilà, donc 2-3 exemples, il y en a plein. Hein, et on est en permanence mais on est meilleur plutôt dans l'innovation incrémentale que dans l'innovation de rupture. Donc c'est souvent des améliorations progressives, même si à Habito, je pense que c'est un peu une innovation de rupture. Enfin, c'est toujours une plaque de plâtre, c'est toujours un placo. Alors, je pourrais multiplier les exemples, mais je m'arrête là pour permettre d'autres questions. Oui, bonjour monsieur. Vous avez écrit un livre sur la COP21. Oui.
Et du coup, je voulais savoir, globalement, quel est votre avis sur cette conférence, si vous avez pensé que c'est une réussite, et quelles seront les conséquences, selon vous, de cette conférence? Alors, vous savez, on peut toujours voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Mais je pense que par rapport à là où on était avant, ça a été un progrès important. Alors, les gens qui veulent dire que c'est pas bien, ils disent qu'avec l'ensemble des contributions individuelles, on n'arrive pas à 2 degrés. Bon. Mais on y arrivait encore moins avant. Donc, c'est un pas. Il faut aller plus vite. Je suis assez optimiste sur ce sujet-là parce que je pense que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a quelques grands pays qui sont partis et qui freinaient beaucoup, hein, notamment la Chine. Parce que je pense que M. Trump n'arrivera pas à casser ce momentum. Alors, je suis peut-être un peu opprimé, mais j'étais encore aux États-Unis il y a 10 jours et je crois que, si vous voulez, vous voyez aux États-Unis qu'il y a plein d'États qui sont partis dans cette direction. Et donc, je pense que les États-Unis n'arriveront pas à remettre en cause le momentum qui a été créé. Est-ce qu'on en fait assez? Non. Mais il y avait dans la COP21 d'ailleurs un mécanisme de révision dans 2-3 ans. Je pense que la Chine va jouer un rôle. Et la Chine joue un rôle très important. Elle ne le fait pas forcément pour les questions du climat, mais juste pour des problèmes de santé publique. Hein. C'est que la pollution en Chine, c'est épouvantable. Moi, quand je vais en Chine 2 fois par an, 1 fois sur 2, c'est irrespirable. Hein. Je me souviens, la dernière fois, je ne voyais pas l'avion qui était dans l'avion d'à côté, enfin du toboggan d'à côté. Donc il y a des vrais problèmes Donc je pense qu'on va progresser. Alors, autre raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que les entreprises s'y sont mises et le monde de la finance s'y est mis. Si vous voulez, moi aujourd'hui, quand je vais vendre l'action Saint-Gobain auprès des investisseurs, ça fait partie aussi dans le système du rôle du patron, je suis frappé que j'ai de plus en plus d'investisseurs qui me parlent de ces sujets. Voilà. Et donc, à partir du moment où ils parlent de ce sujet à toutes les entreprises, ça pousse. Alors, si on voit le verre à moitié vide, on dit que ça ne va pas assez vite, on est catastrophique. Mais je crois qu'il y a une dynamique qui a été lancée. Donc, globalement, moi, je veux être optimiste sur ce sujet. Bonjour, monsieur. Vous avez été directeur de filiale de Saint-Gobain, donc à Boston et à Londres. Est-ce que vous avez noté des différences dans les techniques de management? Et si oui, lesquelles? Est-ce que vous avez dû vous adapter? Je ne pense pas que le sujet soit les techniques de management. Le sujet, c'est plutôt les cultures qui induisent des types de management. Donc j'ai essayé de m'adapter, je n'ai pas très bien réussi, mais ils m'ont quand même accepté. Enfin, je n'ai pas réussi à m'adapter. Hein. Ils se sont un peu adaptés à moi aussi, quelquefois. C'est extrêmement riche d'être dans un environnement dans lequel on n'a pas... Je parlais de diversité, mais si vous voulez, donc, à part on est à l'écoute, et un des sujets majeurs du management, c'est d'être à l'écoute, eh bien, on s'adapte forcément, mais il faut aussi rester soi-même. Bon. Donc, il y a un équilibre, il y a une symbiose qui se crée, et il y en a pas, elles sont toutes différentes. Hein. Donc, il faut être très sensible à ces sujets culturels. C'est plus des sujets culturels que des sujets de technique de management. Vous avez autant de différences entre 2 managers dans un pays qu'entre un manager d'un pays et d'un autre. Bon. Par contre, vous avez des cultures qui ne sont pas toujours faciles à détecter et qui influent sur les comportements. Voilà. Mais vous savez, c'est aussi un des trucs moi qui me passionne le plus dans mon métier. C'est d'être exposé à des différentes cultures. Alors je suis assez globe-trotteur, et de passer mon temps entre les différentes cultures et d'essayer de les comprendre, au-delà de la technique, c'est d'en tirer le meilleur profit. Voilà, donc c'est un sujet passionnant. Et je conseille beaucoup aux managers de Saint-Gobain
d'avoir des expériences à l'étranger, dans des cultures différentes. Voilà. Je pense que c'est extrêmement utile. Voilà, donc c'est sur cette dernière question que s'achève la conférence. Pour la dernière conférence de l'année, Tribune a réalisé un tirage au sort exceptionnel, et donc pour permettre à 2 personnes supplémentaires de pouvoir échanger avec Monsieur de Chalandard. Donc nous invitons Simon Roland et Lorraine Lépine à nous rejoindre en Jean-Baptiste C. Donc merci Pierre-André de Chalandard. Merci à... Et merci à vous tous d'être venus ce soir, mais aussi tout au long de l'année, car cette conférence marque la fin de la saison 2016-2017 pour Tribune. Une saison qui aura réuni 2700 spectateurs au cours de 10 conférences aussi riches que variées, qu'elles soient politiques, économiques, géopolitiques ou polémiques. Au nom de toute l'équipe de Tribune, je vous remercie sincèrement pour cette saison dont nous sommes très fiers. Mais cette saison qui s'achève, c'est aussi un mandat qui se termine et le départ d'un grand homme. À Tribune, nous tenions tous à saluer le travail qu'il a fourni cette année. Merci Tanguy, merci pour ta rigueur, pour ta gentillesse, pour ton organisation et pour ton sérieux. Merci d'avoir mené la saison d'une main de maître et avec passion. Merci, mais aussi bravo à toi et bravo à toute l'équipe tribunarde pour cette saison. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison qui s'annonce déjà historique.